Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, le gouvernement tente-t-il une manœuvre pour fragiliser le SDF? Un ancien cadre démissionne du parti et lance le Social Democratic Front FACE, une proximité d'appellation qui suscite une réaction ferme du directoire de la formation politique conduite par Joshua Ossi. Le leadership du SDF dénonce une machination ourdie par des pontes du régime pour l'anéantir de l'extérieur. 7 millions de Camerounais sans acte de naissance. Le gouvernement fait la révélation à quelques jours d'un forum prévu sur l'enregistrement des naissances à Yaoundé. Le défaut d'enregistrement des naissances, une véritable curiosité qui prive de nombreux enfants de leurs droits et notamment le droit à l'éducation. Ils sont des millions concernés par ce phénomène d'après les données officielles. Les origines du phénomène à suivre dans cette édition du 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. L'upécisation du Social Democratic Front serait-elle en marche? En tout cas, beaucoup répondraient par l'affirmative après la demande de légalisation de son parti par Samuel Choua-David, ancien candidat à la présidence du SDF. Une demande à laquelle le ministre de l'administration territoriale a répondu en indiquant que le dossier est en bonne voie. De quoi craindre une division du parti de la balance orchestrée par le propriétaire du Moulinex au Cameroun, Théophile Tchunke et Achille Kamga. Et le SDF pour créer la confusion dans l'opinion publique. Tel est le regret exprimé par Louis-Marie Cagdeux, deuxième vice-président du Social Democratic Front, après la correspondance de Paul Atangandi, datée du 15 avril 2024, dans laquelle le patron de l'administration territoriale signifie à David Samuel Chewa que son dossier relatif à la légalisation de son parti politique est en cours de traitement. En effet, l'ancien challenger de Joshua Ossi au poste de président du SDF a déposé auprès des services du MINAT un dossier de légalisation de son parti politique dénommé Social Democratic Face Front, en abrégé SDFF. Depuis la sortie du ministre Atangandi, à travers ce document abondamment relayé sur les réseaux sociaux, une partie de l'opinion publique est choquée et voit en cette action du MINAT une sorte de division du SDF. Beaucoup crient à l'upécisation du parti de la balance et convoquent d'autres cas précédents, notamment celui du PCRN récemment, où Cabral Libi, qui avait porté ce parti politique à la dernière présidentielle, se trouve aujourd'hui opposé à Robert Kona, qui revendique la paternité du parti. Depuis lors, le PCRN est dans la tourmente, ses militants avec. Le cas du MDR, qui connaît aussi son bicéphalisme, avec Paulin Djoroué et Daisala Tigana, qui se disputent la tête du parti. Le cas le plus emblématique, et qui a d'ailleurs été à l'origine du néologisme upécisation, est celui de l'Union des populations du Cameroun. Plusieurs tendances se réclament de l'UPC originelle. On a soit une tendance radicalement opposée au régime en place, soit une tendance pro-régime, ce qui renforce davantage la thèse de ceux qui soutiennent que l'administration joue un rôle trouble dans le fonctionnement des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Toujours en politique, des soupçons de fraude préélectorale font monter l'adrénaline à Massangam dans le département du Noun. Ayant supprimé un poste d'identification et d'enrôlement des électeurs dans un domicile privé, ces populations se sont mobilisées et ont bloqué la route pour s'offusquer de ce qui paraît louche à leurs yeux. Depuis 2 jours, elles refusent de bouger tant que les clarifications ne leur sont pas données par les autorités administratives. Voyons tout cela dans ce reportage de Mama Soufourne, Robert Kenyé et Vivien Tofak. Route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine. Des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité
Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent d'élections Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Et toujours dans la région de l'Ouest, la ville de Bouda est également de plein pied dans la mouvance des inscriptions massives sur les listes électorales. Les campagnes d'enrôlement des électeurs sont bien suivies par des citoyens qui, pour les élections à venir au Cameroun, comptent faire parler leur voix. Raphaël Tieko et Vivien Tonfak. Devant ce kit mobile d'élections Cameroun déployé à Bamenkombo, un groupement de l'arrondissement de Bouda, plusieurs dizaines de villageois attendent d'être enrôlés sur les listes électorales. Cette opération d'inscription organisée à l'initiative de l'antenne communale de Bouda du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun fait suite à un constat. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont franchement envie de donner leur voix, de donner leur opinion sur la bonne marche du pays. Pour les responsables locaux de ce parti politique de l'opposition, obtenir sa carte d'électeur ne suffit pas. L'arme du MRC, c'est la carte électorale, c'est d'aller aux élections, c'est de voter, c'est de surveiller son vote. Ces derniers entendent multiplier pareilles opérations avant la clôture du processus de révision des listes électorales pour permettre au maximum de juillet en 2025 de son droit de vote. Pour gagner une élection au Cameroun présentement, nous avons constaté que il y avait une minorité qui était inscrite. On essaye d'élargir les inscriptions et de pousser les jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes de s'inscrire et de participer à l'avenir et aux décisions de leur pays. La campagne lancée par différents acteurs de la société camerounaise et qui connaît un grand succès dans les principales métropoles du pays commence à être suivie dans les zones rurales avec l'accompagnement des partis politiques. Incarcéré depuis 2012, l'ancien ministre d'État Marafa Hamidou Yahya lance un nouveau cri de détresse sur son état de santé dégradant et l'indifférence affichée du régime en place. Depuis sa cellule au secrétariat d'État à la Défense, il appelle à l'aide pour une évacuation sanitaire. Dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, il dénonce également sa détention arbitraire ainsi que la conjoncture économique au Cameroun. La synthèse de sa sortie, c'est avec Jiré Siopa et Ulrich Konomala. Depuis sa cellule au CED, le secrétariat d'État à la Défense, Marafa Hamidou Yahya appelle au secours. Incarcéré depuis 2012, l'ancien secrétaire général de la présidence du Cameroun perd ses capacités visuelles. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Marafa Hamidou Yahya sollicite une opération de dernière chance pour éviter de devenir totalement aveugle, telle que recommandée par les médecins. Une opération qui ne peut être pratiquée qu'à l'étranger. Des demandes d'évacuation sanitaire ont été adressées à Paul Biya, des lettres restées mortes. Pendant ces années, il est resté silencieux pour ne pas gêner les démarches menées par ses proches afin d'obtenir une évacuation sanitaire. Plusieurs personnalités, notamment les chefs d'État, avaient appelé à sa libération sans succès. Aujourd'hui âgé de 71 ans, Marafa a été condamné en 2012 pour complicité intellectuelle de détournement d'argent public. Le septuagénaire condamne aussi une détention arbitraire alors que les 5 autres personnes condamnées dans ce dossier ont toutes été libérées. Même dans sa cellule, Marafa Hamidou Yahya reste au parfum de l'actualité et relance même le fameux challenge « Il y avait quoi avant ?», en établissant le contexte économique entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pour lui,
Si l'on compare les deux pays entre 2011 et 2022, le Cameroun est en chute libre du point de vue économique. Le PIB s'est creusé de près de 20 milliards de dollars en défaveur du pays de Paul Biya, baissant ainsi le pouvoir d'achat des Camerounais au détriment des Ivoiriens qui s'élèvent à 40%. Nous vous le disions en titre, plus de 7 millions de Camerounais sans acte de naissance. Révélation fracassante faite par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, au cours d'un point de presse annonçant le tout premier forum des maires sur l'enregistrement des naissances pour le 26 avril prochain. Malgré les campagnes de sensibilisation que mènent les acteurs de la société civile, les pouvoirs publics peinent à tordre le cou à cette gangrène. Théophile Tchounk, Benjamin Issam, Hubert Michel Kamini. Le constat est alarmant. 7 millions de Camerounais ne disposent pas d'acte de naissance. Ces chiffres sont du ministre de la Décentralisation et du Développement local. Georges Elanga Obam était face à la presse en début de semaine. Bien avant, en 2023, le Bureau national de l'état civil dénombrait 1,6 million d'enfants, essentiellement du primaire, sans acte de naissance. L'acte de naissance, c'est la vie de l'enfant. C'est la nationalité que l'enfant porte. Cela prouve que l'enfant est camerounais. Quand il n'a pas d'acte de naissance, il n'est rien. Et c'est très dangereux quand vous accouchez un enfant, vous leur refusez sa propre nationalité. Selon une étude menée par les acteurs de la société civile, les régions du Nord, de l'Est et de l'Extrême Nord caracolent en tête avec des pourcentages élevés, 61, 58 et 42% respectivement. Cependant, l'on note plusieurs facteurs qui contribuent aux lacunes dans la couverture de l'enregistrement des faits d'état civil dans les zones reculées du pays. L'ignorance et la négligence des parents est la toute première cause de la non-déclaration de naissance au Cameroun. Ensuite, nous avons l'analphabétisme, la pauvreté. On a également identifié l'éloignement des centres d'état civil comme une des raisons qui cause le non-enregistrement à l'état civil au Cameroun. Il y a également une cause non négligeable qui est la corruption. De même, les grandes villes comme Douala, Yaoundé ou Bafoussam ne sont pas épargnées. Malgré la simplification de certaines procédures, la gangrène persiste. Depuis 2016, c'est maintenant l'hôpital qui déclare les naissances. Ce n'est plus les parents. Parce que quand on donnait aux parents, les parents, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils sont tellement contents d'avoir accouché un enfant, ils boivent la bière, ils oublient même là où ils ont mis le certificat d'accouchement. L'organisation des audiences foraines, c'est et là, ne contribue pas à grand-chose. Et les officiers d'état civil pointent du doigt accusateur l'insouciance des parents. Ils attendent quand l'enfant a l'âge de faire déjà le CPE. C'est à ce moment-là qu'ils pensent qu'il faut trouver un acte à l'enfant. Le temps d'aller au tribunal, ils cherchent le raccourci. Ils partent voir les fausseurs au bord de la route. Le gouvernement envisage l'accélération du processus de numérisation de l'enregistrement des naissances. Le premier forum national des maires sur l'enregistrement universel des naissances se tiendra à cet effet les 26 et 27 avril prochains à Yaoundé. À présent, cette découverte macabre dans le 5e arrondissement de Douala. Le corps d'un homme, la soixantaine, a été retrouvé pendu à son domicile. Porté disparu le 27 novembre 2023, Joseph Bemdjok Issouk a été retrouvé ce mercredi, soit 6 mois après sa disparition. Le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Logbesu est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le reportage d'Éric Florent Ouattat et Claudia Issia. C'est ici, dans cet immeuble en construction, que le corps sans vie de Bemdjok Issouk Joseph a été découvert cet après-midi, accroché à une corde et en état de décomposition. Sa mère était le petit frère de mon frère. C'est son domicile ici, c'est lui qui a construit cette maison. Le sexagénaire avait été vu pour la dernière fois le 27 novembre 2023. Sa famille, inquiète de son absence prolongée, avait lancé un avis de recherche. Le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Logbesu, Anthony Akiambong, est rapidement intervenu sur les lieux. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances de ce décès tragique. Légalement marié, Bemdjok Issouk Joseph laisse derrière lui une femme et 3 enfants. La famille, dévastée, est confrontée à un choix déchirant. Enterrer immédiatement le corps retrouvé dans ce domicile
ou le conserver à la morgue. Pour le moment, les questions restent nombreuses et les réponses se font attendre. Une chose est certaine, ce drame a profondément choqué la communauté de Douala 5e. Dans un environnement hautement concurrentiel où l'insuffisance de la production locale ouvre la porte aux importations à grande échelle, les professionnels de la filière avicole du Cameroun cherchent à se frayer du chemin. Ils sollicitent les subventions des pouvoirs publics afin de booster la production locale. Joël Essenguek et Aïksiré. Lassés de l'insolvabilité des redevances forestières non reversées aux populations du canton d'Ortuna, les chefs traditionnels sont venus voir clair auprès de l'entreprise qui exploite le bois de leur forêt communale. L'exploitation en elle proprement dite a commencé en 2018. D'après leur propre compte, ils nous parlent de 180 millions pour l'exploitation des 2 premières années. De ces montants annuels, 30% devraient être reversés aux villageois pour démarrer leur projet de reconstruction et de repeuplement du canton, vidé depuis les années 1960. Puis, selon un protocole d'accord entre les parties, un comité de suivi de gestion devrait être mis en place, coordonné par la mairie de Yingui dans le département du Nkam. Notamment les comités riverains et les comités paysans forêts n'ont jamais été mis en place. Les populations souffrent. Les populations pensent que nous sommes de connivence avec les exploitants de cette UFA et nous déversent de l'argent et nous mangeons, on les met de côté. À la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne perçoivent pas leur redevance forestière, Samuel, l'exploitant de cette forêt communale, précise. The forest communal by law is given by the mairie. Every cubic meter what you exploit from the forest, there is redevance forestier described in the contract. Chaque mois, we finish, we calculate how much wood you evacuate, you pay tax d'abattage to the government, you pay redevance forestier for the mairie. La commune ne nous donne même pas l'occasion de connaître ce qui nous revient. De nombreuses correspondances ont été adressées aux autorités administratives ainsi qu'aux ministres pour entrer en possession de leurs droits, des lettres sans réponse jusqu'ici. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Rich Ngonomala au sujet de la colère des populations de Yingui sur l'exploitation de leurs forêts. Et je vous le disais, il y a peu, dans un environnement hautement concurrentiel où l'insuffisance de la production locale ouvre la porte aux importations à grande échelle, les professionnels de la filière avicole du Cameroun cherchent à se frayer du chemin. Ces derniers sollicitent les subventions des pouvoirs publics pour booster la production locale. Joël Essenguet et Aïk Cyril. Les professionnels de la filière avicole exposent leur savoir-faire à Yaoundé. Comme vous constatez là, c'est les poussins qui ont 2 jours et ils sont nourris avec l'aliment produit par nous localement au Cameroun. Et le radiant que nous utilisons aujourd'hui, c'est le radiant de 1500 sujets. Et quand les poussins sont installés, 2 heures après, on vient mettre l'aliment. À l'arrivée des poussins, ils ont 45 grammes. Ici, nous avons une batterie d'élevage de la forme H automatique, le système de collecte des œufs automatique, le système de collecte des fientes automatique. L'alimentation en eau est automatique et également pour l'aliment est automatique. À l'esplanade du Palais des Congrès, le Salon africain avicole se tient au lendemain de 3 principales crises ayant impacté négativement la production avicole au Cameroun. La première crise, c'était celle de la grippe aviaire qui a affecté le Cameroun. La deuxième, c'était la crise de Covid-19, tout le monde a connu. Et la troisième, c'est la crise de la guerre en Ukraine. Ces crises s'ajoutent aux difficultés déjà criardes que connaissent les acteurs de la filière avicole. Il faut que le gouvernement nous subventionne. Ces machines ne sont pas encore fabriquées au Cameroun, tout simplement parce que le coût de l'électricité est énorme et nous avons déjà essayé à fabriquer en bois. Le coût du maïs est tellement élevé, nous sommes partis il y a 2 semaines de 235 à 250 sur le marché. Afin de surmonter ces difficultés, les producteurs se tournent vers les pouvoirs publics. Le ministère de l'Agriculture, en fait, c'est ce ministère qui est chargé de produire le maïs. Donc, il faut produire du maïs. Et c'est très très important de produire en très grande quantité parce que je dis qu'avec toutes les terres arables que nous avons, ce n'est pas compréhensif que
Aujourd'hui, qu'on importe encore du maïs au Cameroun pour nourrir les poulets, c'est pas normal parce que la quantité est très insuffisante. Ouvert aux producteurs étrangers, le salon de Yaoundé est un moment de brassage et d'échange d'expériences afin de booster la production avicole au Cameroun et en Afrique. Allons à présent dans le sud-ouest Cameroun, précisément dans la ville de Montenguene, pour fouiner dans le quotidien d'un seigneur de la Craie qui a choisi de mettre la danse au cœur de son activité professionnelle. Chaque matin, c'est au rythme des pas de danse traditionnels qu'il égaye ses apprenants. Selon ce dernier, il est plus que nécessaire d'encadrer la progéniture scolaire dans une ambiance bon enfant, question de faciliter l'acquisition des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. La fleur signée. L'instanda. C'est au rythme du mopoué, une danse traditionnelle du sud-ouest, que ces élèves franchissent le seuil de cet établissement privé situé dans la ville de Montenguene, arrondissement de Tiko. À leur côté, Brian, enseignant de culture et d'art. La trentaine environ, il a choisi de mettre la danse au cœur de sa profession. L'école est vraiment importante et dans tout, elle doit quand même être content. Ça nous donne de joie de quand même avoir certains enfants et c'est important aussi pour leur donner de joie. C'est quoi? Je vous sens. Au lieu de chicoter les enfants, c'est pour seulement danser avec eux, qu'ils soient contents. Quand ils sont contents, et ils vont quand même être libres à concentrer aussi sur les cahiers. Partager sa passion est un moyen pour lui de rester proche de ses élèves. Après qu'ils ont dansé avec moi, ils sont tous vraiment contents à ce moment. Et dans la classe, je suis libre avec eux. C'est ce que moi-même j'aime trop les enfants. Il enseigne l'art et la culture depuis 3 ans. Ses méthodes lui valent des admirations auprès de ses collègues. You know, as children are growing up, everybody has his or her own abilities, talents. So we try to bring out the talent that was in them. Dancing is also coming to bring out those talents for those that can dance. So that in future, who knows, they might also become dancers. We can see that in the world today, entertainment is one of the things that is selling. Un enseignant dévoué qui estime que la réussite scolaire de l'enfant passe également par son épanouissement. Et dans l'escale internationale, une quarantaine de migrants trouvent la mort dans un naufrage au large de Djibouti. L'embarcation, constituée en majorité d'Éthiopiens, empruntait la route de l'Est, l'une des plus utilisées pour les migrations clandestines. Christine Babanda. Hécatombe en mer au large de Djibouti. Au moins 38 migrants éthiopiens, dont des enfants, ont péri lundi dernier dans le naufrage de leur embarcation, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations. L'embarcation meurtrière transportait plus de 70 personnes au large des côtes de Djibouti. Il s'agit du deuxième incident de ce type en 2 semaines. Djibouti est le principal pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays du Golfe à la recherche de l'emploi. Depuis 2014, 1000 personnes ont été tuées ou disparues sur cette route, selon l'OIM. Autre lieu, autre actualité. Au moins 5 migrants, dont 3 hommes et une enfant, sont décédés au large de Wimereux, dans le Pas-de-Calais en France, hier 23 avril dans la matinée. Selon les autorités françaises, 112 personnes étaient entassées dans la petite embarcation de fortune lorsque le drame s'est produit. Ce nouvel incident intervient quelques heures après l'adoption du projet de loi sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda par le Parlement britannique. Au Sénégal, le président du Conseil européen Charles Michel était en visite à Dakar lundi dernier. Il s'est dit favorable à ce que des améliorations soient apportées de part et d'autre en citant la question de la pêche et des ressources halieutiques. Côté sénégalais, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, investi le 2 avril dernier, a quant à lui plaidé pour un partenariat renouvelé avec l'Union européenne lors d'une déclaration conjointe avec son hôte. Le président du Conseil européen Charles Michel est donc en tournée en Afrique de l'Ouest. Après le Sénégal, Charles Michel est attendu ce mercredi en Côte d'Ivoire
avant de se rendre au Bénin. Une tournée placée sous le signe de la relance de la coopération économique, mais aussi sécuritaire. Un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du 20h. Orange Cameroun fait de nouveaux gagnants à l'occasion de la caravane Bango Bango sur l'étendue du territoire national. La société de téléphonie mobile a récompensé ses nombreux abonnés et utilisateurs d'Orange Money de la ville de Yaoundé. Plusieurs lots, parmi lesquels les bons d'1 million de francs CFA, des réfrigérateurs et fer à repasser leur ont été offerts. Reportage. Les Tansino, Orange Money, mon combat. Orange Money, toujours à mes côtés. Orange Money, c'est ton pied, mon pied. Mets-nous en haut, un olamio. Orange Money, toujours à mes côtés. Orange Money, c'est ton pied, mon pied. Tous les réseaux, un olamio. C'est Bango Bango. Bango Bango. C'est Bango Bango. Bango Bango. Wende mule mama, wende na kina. Orange Money, tomoto disimende, fanane bisa. Orange Money, tu es mon rock et mon bouclier. Mes transferts dépôts sont sécurisés. Les prix des retraits en même temps. Je suis vraiment reconnaissant, je suis très content et je remercie Orange Cameroun. J'ai reçu un fer à repasser venant d'Orange Money. J'ai fait une transaction Orange Money de 10 000 et j'ai participé au tirage et j'ai gagné 5 000 euros. Je suis vraiment très content. Les factures, les courses, tout ça paye mon simplifié. Et il y a les millions là-bas sur coton. Y'a pas l'homme pour nous, n'est pas un moto. No matter your network, your village, your business, you feel when you feature, I swear c'est le temps. You feel carry million, I say no big joke. First ride to your OM, mola try your luck. No matter your network, your business, your village, you feel when you feature, mola c'est le temps. Orange Money, toujours à mes côtés. Orange Money, c'est ton pied, mon pied, mets-nous en haut. Un olamio. Là, c'est pas de l'arnaque, c'est du vrai. Je peux rire, le week-end peut être bon. Sans voix. Orange Money, c'est ton pied, mon pied, tous les réseaux. Un olamio, c'est Bango Bango. Je suis vraiment heureux, vraiment content d'être l'heureux élu ce soir. Merci à Orange Money. Moi, je suis hyper contente en tant que membre de la grande famille Orange Money d'être là aujourd'hui et de participer au grand lancement de la campagne Bango Bango. L'idée, c'est de récompenser les membres de notre famille, en fait, parce que Orange Money, c'est notre famille. N'oubliez pas, il y a 2 millions à gagner chaque jour et de nombreux lots à gagner chaque heure. C'est l'occasion de dire aux Camerounais que nous sommes proches d'eux et que nous sommes près d'eux dans tous les moments importants de leur vie. Le choix de notre artiste n'est pas un hasard. Elle s'appelle l'idole. Et elle chante nos valeurs. Bango Bango, ça veut dire ton pied, mon pied, ça veut dire que nous sommes ensemble. Et durant toute cette campagne, nous allons vous montrer que nous sommes ensemble, faire beaucoup de millionnaires. Alors, pour pouvoir y participer, c'est simple. D'abord, faire le dièse 150 étoile 0 dièse pour donner son accord et dire qu'on y participe. Ou alors sur Maxit, cliquez sur le bouton Bango Bango et ensuite faites un max de transactions et tentez votre chance pour être parmi les 2 millionnaires chaque jour. Et oui, 2 millionnaires chaque jour et de nombreux lots. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes une famille, c'est Bango Bango. Orange Money. C'est avec ces belles images que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Alantouf et ses invités. Serge. Inscription sur les listes électorales, le département des Bamboutos suit la cadence. La ville de Bouda, particulièrement, est également de plein pied dans la mouvance des inscriptions massives sur les listes électorales. Serge Alantour, les campagnes d'enrôlement des électeurs sont bien suivies par des citoyens qui, pour les élections à venir au Cameroun, comptent faire parler leur voix. Serge Alantour. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités Bernard Tchaye, Maître Achille Ledio et Serge Gauthier Onanina. Serge Gauthier Onanina, la question que je pose très souvent, pourquoi maintenant cette frénésie?
Ben écoutez, la frénésie s'explique d'abord parce nous ne sommes pas une île, comme l'a dit Thomas Merton, nous sommes un continent, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde, on voit comment la vague du changement, le mouvement du changement se fait en Afrique, et le Sénégal, on a envie de répéter cette phrase, nous parle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les gens sont fatigués. Il faut se dire la vérité d'un système gouvernant qui a 40 ans et qui ne satisfait pas à toutes les aspirations des populations. On a encore des problèmes sérieux d'eau, d'électricité, de route, et il y a une condescendance quand les gens expriment leur ras-le-bol, leur mécontentement, leur frustration. Donc, il y a une sorte de volonté de dégagisme de ceux-là qui sont aux affaires, parce que même dans la courtoisie républicaine, ils ne savent pas parler aux populations. L'élégance républicaine. Il y a un troisième élément, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus également un important vecteur de mobilisation. Avant, il y avait la télévision, les médias classiques, télé, radio et presse écrite. Et pour les partis politiques, c'était coûteux. Vous dites les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance. Dès que vous ouvrez votre téléphone, vous voyez, il est quand même en train de... communication, effectivement, communication, ça joue beaucoup. Oui, communication instantanée, à faible coût, avec possibilité d'atteinte d'une cible incroyable et insoupçonnable. Parce que quand vous envoyez le message, vous ne savez même pas parfois qui est votre cible. Ceux qui envoient ces messages n'ont pas sponsorisé. Généralement, leur page pour dire, voilà, je vais atteindre 5000 personnes ou 10 000. Ils envoient tout simplement comme ça dans des groupes WhatsApp, sur leur page Facebook, et puis ça prend. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas participé aux élections de 2020, en tant que politique, mais également surtout en tant qu'électeurs, qui ont le regret et la frustration de subir des choses pour lesquelles ils estiment que s'ils avaient régulièrement et normalement participé, ils ne les auraient pas subis. Donc aujourd'hui, c'est cela qui crée la frénésie, c'est cela qui crée l'engouement. Les partis politiques également font du bon travail. On force l'organe régulateur, parce que l'une des faiblesses de ceux qui gouvernent, des pouvoirs publics, c'est le déficit d'offensive administrative. Quand vous avez quelqu'un, une autorité administrative, un fonctionnaire, vous dit qu'il faut venir au bureau. Cette fois-ci, la population, les acteurs de la société civile, les partis politiques les mettent une telle pression qu'ils sont obligés aujourd'hui d'être présents contre leur gré et de travailler jusqu'à des heures indues. Des gens, le travail, il est comme c'est jusqu'à 15 heures, mais il y en a qui vont jusqu'à 17 heures, 18 heures et qui, que les populations ne veulent même pas lâcher. Donc on est content, on voudrait que ce soit comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin, parce que ce qui fait également la jauge d'une santé démocratique, c'est la participation électorale. La participation électorale. Donc le gouvernement de la République a tout intérêt à ce que ces élections se passent bien, et il est quand même intérêt que les chiffres, les statistiques soient de très bonne qualité. Très peu contestables. Les partis politiques ont intérêt à mobiliser massivement, mais à ne pas également faire dans la surenchère des chiffres. Voilà. Bernard Tchaye, partis politiques qui doivent mobiliser, ça passe par là. On a vu à un moment, depuis quelques semaines, ce sont les leaders religieux, les artistes et musiciens qui ont décidé de donner de la voix pour que les choses puissent bouger véritablement. Au-delà de tous ceux qui ont boosté le moral des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, ils se sont rendus compte d'une chose simple. Le 2 novembre 1982, quelqu'un avait dit, je cite, « Je vous laisse un Cameroun riche et prospère ». Au jour d'aujourd'hui, 40 ans après, ils se sont posé la question, est-ce que c'est le 4 novembre. Pardon ? Le 4 novembre. Le 4 novembre, autant pour moi, je vous laisse un Cameroun riche et prospère. 40 ans après, est-ce que le Cameroun est-il riche et prospère? Que non. Alors tous ces gens ont pris conscience et ils sont en train de mobiliser la masse, les Camerounais, qui en termes de jauge électorale, comme disait mon frère Onanina, il faut que l'électorat du Cameroun se manifeste. On a une population de près de 30 millions d'habitants, c'est ce que nous pensons, mais avoir seulement 6 millions d'inscrits, ce problème. Et 3 millions qui vont voter, qui vont voter pour un président de la République qui aura été le président de 3 millions de Camerounais avec les abstentions.
vous voyez que c'est une minorité totale. Même pas une minorité, c'est une inexistante totale. Donc du coup, les partis politiques, je félicite leur travail, la société civile, que d'autres se mêlent à la mouvance et surtout qu'on permette aux Camerounais de la diaspora d'accéder au bureau de vote pour s'inscrire. Parce que là aussi, c'est le Cameroun et ce pays nous appartient à nous tous. Félicitations à tout le monde et l'UPC encourage grandement cette inscription parce qu'en 2025, ce n'est c'est demain et en 2025, nous allons ensemble et d'une voix sonner la fin de la récréation. Voilà, Maître Achille Lodjo, le problème aujourd'hui, pour certains, c'est cette masse critique-là qui doit forcément s'élever. Une population de près de 30 millions d'habitants et que depuis des années, on nous parle seulement de 6 millions d'inscrits. L'objectif pour vous, ce serait atteindre combien de millions? Ces gens-là, je voudrais d'abord ici adresser mon satisfecit relativement à ce qui se passe. Ces appels tous azimuts pour les inscriptions sur les listes électorales. Il faut dire que aucun secteur d'activité n'échappe à la nouvelle donne, que ce soit les artistes, musiciens, comédiens, que ce soit les footballeurs, que ce soit les influenceurs, tout le monde essaye d'aller du sien pour appeler la population à aller s'inscrire. Ça, c'est quelque chose à apprécier. Et vous conviendrez également avec moi que ça rejoint l'idéologie du SDF qui a toujours appelé les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, malgré le fait que, même après les élections, on n'arrive toujours pas à avoir un changement chez nous. Et vous posez la question... quelles seraient, selon nous, les attentes pour que la masse critique puisse être considérable? Alors aujourd'hui, on nous parle de 6 millions, un peu plus Ils sont passés à 7 millions d'inscrits. Je veux également dire que restons un peu plus pédagogiques. Si nous ne parvenons pas à atteindre 9 à 10 millions d'inscrits sur les listes électorales, on risquera passer à côté. Je m'explique. Lorsqu'on vous dit qu'on a 6 millions ou 7 millions d'inscrits actuellement, le RDPC, lui seul, en termes de fonctionnaires qui sont obligés de s'encarter RDPC, les hommes en tenue qui sont obligés de voter RDPC, les différents secteurs qui sont à la solde ou qui vivent de la solde de l'État, ils sont minimum à 3 millions. Maintenant, si vous mettez les abstentionnistes de côté, vous voyez que le reste ne peut pas permettre de renverser la donne. Par conséquent, chers Camerounais, allons nous inscrire massivement. Il faudrait qu'on atteigne la barre de 9 à 10 millions d'inscrits. Ce qui fera ce que vous allez rendre compte que quel que soit le mot d'ordre qui est donné par le RDPC à ses affiliés, la tendance sera renversée. Je prends 2 exemples pour vous expliquer. Lorsque vous partez à la base navale, la base aérienne ou navale de Douala, ici à Bonapriso, 102, c'est un centre de bureau de vote qui a 3 bureaux. C'est un centre qui a 3 bureaux. Ça répond de Douala 2e. Vous n'allez pas voir un seul militaire venir voter le parti de l'opposition. Bref, le commandant en chef de là-bas. Comment vous savez, le vote n'est pas secret? Écoutez ces gens-là, je parle de ce que... Vous ne pouvez pas être aussi péremptoire. Je suis péremptoire. Non, du tout. Je suis péremptoire. Je sais que j'explique. Je suis all access. Vous allez vous accompagner les hommes en tenue dans l'isoloir? Laissez que lors du dépouillement, on va vous dire que c'est le RDPC à 100%. Il y a un autre exemple. La prison centrale de Newbell, il y a un bureau de vote là-bas. Et le pénitentiaire en chef, je vais dire le régisseur, ne pourrait pas accepter que l'opposition gagne dans son pénitencier. Sont sérieux. Donc je vous dis qu'il y a des exemples comme ça que je vous dis, si on ne fait pas attention, on va passer à côté. Autre exemple, Elec était en Kouloulou, je crois hier ou aujourd'hui, il y a une masse de population qui allait s'inscrire. Là, je félicite. Sauf qu'il y a on peut tomber dans un piège, lequel ceux qui s'inscrivent au marché Nkouloulou, c'est les commerçants qui sortent de Ndopassi, de Bépande et tout le reste. Voilà. Maintenant, leur bureau de vote serait à Douala 2e.
on va vous mettre quelque part là-bas à Douala deuxième. Ce qui fait que le jour du vote, vous avez votre carte, sauf que vous êtes en Ndokpassi, vous quittez Ndokpassi, vous venez en Kouloulou vous inscrire. Le jour du vote, vous êtes obligé de quitter Ndokpassi pour venir à Douala deuxième. Et n'oubliez pas que le jour-là, aucun taxi ne fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité. Donc, ces commerçants qui quittent par exemple Bepana, Ndokpassi pour venir vendre, pour venir à leur lieu de commerce en Kouloulou par exemple et que les Kamler trouvent là-bas, il faudrait qu'ils aillent plutôt dans leur domicile ou leur résidence s'inscrire. Parce qu'en vous inscrivant là-bas, vous êtes obligé le jour des élections de quitter. Non, vous pouvez. Je prends le cas de quelqu'un qui ne s'est pas inscrit, mais qui est commerçant en Kouloulou. Et les Kamler trouvé là-bas, il passe inscrire. Sauf que c'est Elekam de Douala deuxième qui vient inscrire en Kouloulou. Ce n'est pas Elekam de son quartier. Par conséquent, Elekam va te mettre, je dis n'importe quoi, au centre de vote de l'école des nations ou école des parents. Maintenant, le jour là, vous devez aller voter. Donc, vous devez quitter de chez vous, Bepanda, pour aller voter là-bas. Et celui-là va se rendre compte que, mais je pense même qu'il quitte de chez moi à Bepanda pour aller voter là. Pourquoi? Il reste à la maison. Ça fait des voix en moins. Je vais prendre encore l'autre exemple de Bazou. J'étais à l'ouest ce week-end, passant par Konsamba, j'ai vu également ce qui se passe en Konsamba, j'ai apprécié. Le jour du marché, parce que dans les coins reculés, le jour du marché, c'est une fois par semaine. Elle est quand vous attend. Vous qui sortez de Bassoundian, de Kouba et tout le reste, vous venez au centre-ville, vous inscrivez. On ne doit pas vous affecter dans là-bas. On vous affecte dans un truc là-bas en ville. Le jour des élections, vous dites, mais moi je vais quitter Bassoundian pour aller au centre-ville, comment? Ça vous refroidit. Or maintenant, ce que nous conseillons, permettez. Mais s'il te plaît, sauf que, il est quand même en train de faire un travail très pédagogique. Quand vous arrivez, on vous dit, vous ne vous êtes jamais inscrit, vous ne remontez pas la négation, et on vous dit, où est-ce que vous habitez? Voilà. Quand tu donnes ton lieu d'habitation, non, l'agent de l'ECAM te dit, va t'inscrire dans le centre de là-bas, ou attends le jour où l'ECAM sera là-bas, pour éviter justement ce que vous décrivez. Je vous dis donc ce qui se passe actuellement. La ruée des commerçants que vous voyez s'inscrire par exemple en Kouloulou lorsque elle est Kamela, c'est les commerçants, c'est les gens qui sont quittés de leur lieu de résidence pour venir ouvrir leur commerce en Kouloulou. Et par conséquent, c'est elle Kamdouala 2 qui est en train de les inscrire. Le jour des élections, vous devez quitter chez vous pour venir dans la circonscription de Douala deuxième voter. Donc, voilà ce petit détail pédagogique que nous devons essayer d'élucider pour que l'on ne pense pas qu'on s'est inscrit, on s'inscrit, et que le jour des élections, on ne puisse pas voter. Vous savez qu'il n'y a pas d'activité. Tout est fermé. Pas de taxi. Même si vous avez la volonté de venir voter où on vous a inscrit, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de moto si vous n'êtes pas véhiculé personnellement. Moi, je vous ai dit, je suis je fais tout le tour des centres de vote de Douala deuxième. Vous n'allez voir aucun taxi ce jour circuler. Il n'y a que les boulangeries, les stations qui parfois sont ouvertes et les boulangeries même, c'est à demi, je vais dire les portes sont ouvertes à demi et vous êtes obligé par exemple de venir prendre le déjeuner des scrutateurs, je vais dire des représentants pour aller leur faire manger tout le reste. Donc c'est un peu compliqué ces gens-là. Quelqu'un a dit le Sénégal nous parle, je vais finir par là, Gauthier. Le Sénégal nous parle et ça explique également pourquoi ces gens-là, cet engouement. Les Camerounais ont compris que mais, si le Sénégal a pu renverser le candidat au pouvoir seulement à travers le vote, nous aussi on peut le faire ici, mais également on se rend compte qu'après, avec cet engouement, le changement était difficile. Moi je vais dire aux Camerounais, le changement est possible. Moi le Sénégal nous parle, mais je vais vous dire, n'allons pas loin. Le NUN nous parle à côté de nous. Comment est-ce que le RDPC, avec tous les moyens qu'ils ont, ne parviennent pas à prendre la mairie de Fumban à l'UDC? Expertisons ce que l'UDC fait dans le NUN. Parce que ces gars, quand ils se lèvent, ils partent voter. Il n'y a pas possibilité de truquer. Ils sont là. Toi et les CAM, ils disent, donne tes résultats, on voit. Non, nous on est là. Donne tes résultats, on voit. Et vous connaissez comment ça se passe là-bas. Je dis, quels que soient les moyens déployés par le RDPC, qu'ils ne prennent pas
Il ne peut pas truquer les élections dans le monde. Le monde nous parle. Il faut expertiser ce que l'UDC fait dans le monde et vous allez voir en 2025. Voilà. J'en connais qui sont contents. Hamza Mokhtar, les autres, je crois qu'il est content. Vous parlez du non, c'est clair. Hamza Mokhtar et Mumba Taïdjo, ils sont. Vous envoyez les Camerounais à l'école de l'UDC, c'est ça? Il faut absolument expertiser ce que l'UDC fait là-bas. Le Sénégal nous passe. Le Sénégal est loin. C'est loin. Allons dans le monde, c'est ça? Allons dans le monde. Ok. Serge Gauthier Nanina, avant ma question sur... vous avez vu ce qui se passe avec la diaspora aujourd'hui. On en est encore, dans certaines parties, à former les commissions. Dans d'autres, on dit le kit. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, il y a une équipe d'Elecam qui devrait partir du Cameroun pour aller arranger les kits qui sont en panne. Ça fait 4 mois déjà, rien n'a toujours commencé pour la diaspora, les inscriptions. Et voilà donc pourquoi je dis que le service public est chiant au Cameroun, il n'est jamais offensif. Et c'est parce qu'on va mettre la pression, comme on est en train de mettre la pression, que les gens vont se rappeler ou se souvenir. Mais tout le monde à Elecam savait qu'il y aurait les inscriptions de janvier jusqu'à juin. En août, pardon, et que la diaspora devra s'inscrire. Il y a un budget à Elecam pour ça. Ce budget n'est pas que pour avoir des voitures, des titres, des fonctions ou gagner le salaire. Il faut le mériter. Et il faut savoir que la question électorale est une question cruciale dans un pays parce que c'est une question des dirigeants qui vont gouverner, qui vont décider du destin et du progrès potentiel et du développement. Si vous bloquez cela, vous bloquez même votre propre institution en termes de décision. Ce que je voulais dire également à titre personnel, c'est que il y a environ 4 ans, le président de la République, Paul Biya, a évoqué la transition générationnelle. Pour moi, c'est un mot qui me hante, c'est une expression qui me hante, parce que la population camerounaise jeune dépasse 65%. Oui. Et que, quelques mois après, il y a eu les élections régionales. Il n'y a aucun jeune à la tête d'un conseil régional. Il a fait un discours en février. En milieu d'année, on n'a pas eu de jeunes. Dans sa propre cour, il a reconduit Kaba Djibril. J'y arrive. Quelqu'un vous dit que... C'était un message clair. Nous sommes là dans la décentralisation. C'était un message clair. Oui. Ensuite, maintenant, quand on prend, il y a une formule aujourd'hui qui commence à prendre, puis avoir pignon sur rue, un peu comme les élections. C'est que la vieillesse est devenue le fer de lance de la nation. Non, mais c'est une vérité. Faisons l'inventaire. Président de la République, il a quel âge? 91. Sans entrer dans ce qu'on appelle le conflit de génération, faisons une évaluation objective, rigide. Il a quel âge, le président de la République? Il a quel âge, le président de l'Assemblée nationale? Il a quel âge, le président du Sénat? Il a quel âge, le président du Conseil constitutionnel? Il a quel âge, le président du Conseil économique et social? Je vous ai pris les fonctions clés. Certains qui ont besoin d'énergie et de dynamisme. Vous vous imaginez qu'on a suspendu les activités de tout un parlement parce que 2 personnes avaient des problèmes de santé dans un pays. Et on les a reconduits. C'est aussi un message clair. Pauvre Cameroun. C'est pour cela que les gens vont aussi s'inscrire. Ils ne disent rien. C'est une masse qui a l'impression d'être moutonnière, mais qui est silencieuse et en colère, qui a envie d'en découdre. L'autre catégorie que j'interpelle, c'est la société civile. La société civile sénégalaise et dans l'Afrique de l'Ouest nous a toujours montré ce qu'elle vaut. Chez nous, il n'y a que la société civile artistique qui se bouge. Où est la société civile intellectuelle? Oui. Les professeurs et tout ça. Les universitaires semblent avoir démissionné et sont restés des carriéristes. Chacun calcule le poste et la nomination. C'est ça. Alors qu'il faut un changement global. Moi, je vais vous faire raisonner simplement. Quand vous avez un poste de responsabilité et que dans votre famille, il n'y a que des chômeurs, vous êtes obligé d'être corrompu pour les satisfaire. Et votre maison est saturée, vous êtes inondé de sollicitations, alors que si vous vous étiez battu pour un changement global, s'ils sont 8 et que 6 travaillent, vous êtes à l'abri de ces sollicitations, de la corruption morale et de la pression psychologique. Donc, il faut raisonner en termes de projection d'avenir positive que de raisonner en termes d'égoïsme
Et ça, je m'adresse aux intellectuels, ils comprennent clairement ce que je suis en train de dire. Au Sénégal, ils avaient des carrières. Mais ils ont pensé à l'intérêt du Sénégal. Et enfin, il y a la société civile militante. Il y a quelques associations qui ont toujours bougé, même avant qu'il y ait les rendez-vous électoraux pour dénoncer les droits de l'homme, les questions de liberté. Mais nouveau droit de l'homme, ainsi de suite. Un monde d'avenir. Un monde d'avenir. Mais c'est le lieu également que d'autres associations leur envoient le pas et qu'ils créent une sorte de chorus pour qu'il y ait une grosse mobilisation davantage, parce que chacun fait à son niveau. Et vous allez voir, ça va faire en sorte que l'autorité administrative, les sous-préfets et tout, qui sont des chefs de terre, gros, tout le monde va être coincé. Parce que si la pression vient de l'électeur, de la population, de la société civile intellectuelle, la société civile militante, de tous les bords, un seul décideur ne peut pas. Je disais à une autorité administrative quelque part que je ne suis pas votre propriété privée. Donc quand vous me parlez, je suis préfet, sous-préfet, je dis je ne vous appartiens pas. Vous ne pouvez me parler que par rapport à ce que la loi prévoit. Vous ne pouvez pas me parler parce que vous avez une fonction administrative. Je vous respecte, mais je ne vous crains pas. Et lorsque les gens vont comprendre à ce niveau, parce que c'est aussi ça, la peur de l'autorité, il faut qu'on sorte de la peur de l'autorité pour le respect de leur autorité, conformément à ce que les lois et règlements de la République prévoient. Okay. Merci, Maître Achille Ledio. Merci. Sur la diaspora, on souhaite que vous êtes un homme de droit. Est-ce que 4 mois déjà, sans que ça n'ait commencé, comment cela peut être? Est-ce qu'on pourra récupérer ça? Récupérer, non, ça ne s'explique pas. Ça participe de ces manœuvres du parti au pouvoir pour écarter la diaspora épris de changement. Vous savez que la diaspora camerounaise, c'est une diaspora critique, opposée au régime en place. Et si on leur permet de s'enregistrer... Mais il y en a qui font souvent un distinguo, hein, disent que cette diaspora-là, qui se retrouve tout le temps devant manifester dans la rue, ce sont leurs termes, hein, disent qu'ils n'ont rien à faire, mais qu'il y a une diaspora qui serait silencieuse, qui bosse et tout ça, qui ne fait pas de bruit. Cette diaspora silencieuse qui se dit être en train de bosser, c'est une diaspora de collaborateurs. Il faut se dire, c'est les gars qui soutiennent le régime en place, Serge Alain. Là-bas, c'est pas comme ici. Nous avons eu la chance de faire quelques jours, de tourner là. C'est pas comme ici, là, vraiment. Si vos droits sont bafoués, vous avez le droit de crier. Et la police viendra, les autorités viendront demander qu'est-ce qui ne va pas. Il est inadmissible que la loi nous dit les instructions 1er janvier et 30 août ou 31 août. Et qu'à ce jour, on soit en train de constituer les commissions mixtes d'inscription. Non, ça c'est des conneries. Maître Achille avait un petit détail. Au 31 décembre, nous devons mettre la pression à Elecam pour qu'il nous donne le nombre d'inscrits après août. L'autre a fait ça. Il nous a réveillé. Non, il était seul. Et nous devons sortir de la résignation en se disant, et du défaitisme en se disant, il était seul. Au contraire, nous ne savions pas. Il nous a réveillés, il nous a éveillés, il a attiré notre attention. Nous devons vous ne savez pas que Elecam doit faire les chiffres. Beaucoup de gens n'ont pas regardé. Vous savez, mais souvent, a dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Il faut donc que beaucoup de gens, en dizaines, en centaines, en milliers, fassent la revendication. Elecam sera obligé de respecter parce que c'est la pression de groupes qui fait en sorte qu'on bouge, les lobbies, les groupes de pression. Je voudrais également préciser, Serge Alain, que j'ai pris l'engagement sur un autre plateau de télévision avec un représentant du FCC, mon éminent confrère Maître Tchapi Lavoisier. Nous avons pris devant les Camerounais l'engagement d'attaquer toute décision du président de la République si jamais il arrivait à proroger, à chercher à faire passer la présidentielle avant les législatives. Nous avons pris cet engagement et nous allons, c'est de cette façon qu'on va mettre la pression sur l'ordre gouvernement pour les faire comprendre que les textes que nous avons, les lois ne sont pas là pour les admirer, c'est pour les appliquer. Voilà. Donc nous pensons, pour revenir à la question de la diaspora, que la diaspora qui revendique est dans son rôle. On ne peut pas à ce jour
nous fait croire qu'on n'a pas commencé les inscriptions dans les représentations diplomatiques. Il faut, ça participe, parce que en limitant le temps d'inscription, ça c'est la stratégie. En limitant le temps d'inscription, on a moins d'inscrits, on a moins de personnes à mettre sous le dos du RDPC. En laissant plus de temps, on doit beaucoup enregistrer. Et en enregistrant beaucoup, c'est les adversaires, les bulletins contre le RDPC qu'on est en train d'enregistrer. Par conséquent, il faut trouver un moyen pour laisser un laps de temps juste pour cela. Ok, merci. Dans tous les cas, je les encourage dans leur résistance. Ok, merci. Merci Bernard Thiaye d'être venu. Merci à vous, Maître Achille Ledo. Merci à vous Serge. également, Merci. Serge Gauthier-Onanina. Je vous en prie. Bon retour à Douala. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain à partir de 19h. Bonsoir. Bakondi.